Et bienvenue dans cet auditorium du Grand Palais. Je me présente, Sylvie Hubac, je suis la présidente de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui coproduit avec le musée du Louvre cette exposition, Cité éternelle de Bamiyan Apal-Lirb, dont nous allons vous parler. Juste un petit mot d'introduction pour vous dire que cette exposition, nous l'avons réalisée sous un certain sentiment d'urgence, il y a quelques mois, en pensant qu'il nous fallait parler de ces sites meurtris, détruits, pillés, saccagés et surtout devenus inaccessibles. Nous avons donc souhaité pouvoir à la fois permettre au public de revisiter ces lieux, de faire revivre ces lieux, de vous raconter aussi leur histoire et tout ce que l'apport des nouvelles technologies nous permet de connaître à la fois sur leur mémoire et aussi est susceptible de nous apporter demain dans toutes les questions qui vont s'ouvrir de reconstruction ou de restauration quand, nous l'espérons tous, l'après-guerre viendra. Donc, une exposition d'un genre aussi nouveau, qui est une exposition numérique, immersive, qui permet donc un grand voyage, j'espère que vous l'apprécierez, qui procure beaucoup d'émotions. Et juste deux informations pour finir. La première, c'est que c'est court, car comme nous l'avons réalisé en urgence, nous n'avions pas énormément de places disponibles qui nous restaient dans les galeries, donc c'est 3 semaines seulement. Puis cette exposition se terminera le 7 janvier. Et la deuxième information, c'est qu'elle a été entièrement mécénée et aidée, ce qui permet de l'offrir gratuitement au public. Je passe la parole maintenant à Ariane Orsini, qui a été chef de projet, que je salue tout particulièrement pour sa mobilisation, pour la réalisation en un temps record de cette très belle exposition. Bonjour à tous. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais pour cette table ronde exceptionnelle, organisée à l'occasion de l'ouverture de cette exposition également exceptionnelle, comme vient de vous le dire Sylvie Hubac, que sera Cité éternelle. Cette exposition consacrée aux sites archéologiques en danger, au Moyen-Orient en particulier, exposition organisée sous le patronage de l'UNESCO. L'exposition, vous le savez tous, a une actualité brûlante, puisque l'État islamique vient de prendre hier possession à nouveau, malheureusement, de la ville de Palmyre, et que la vieille ville d'Alep subit, autant que sa population, la violence des combats pour le contrôle des différentes parties de sa ville. Malgré tout, l'exposition Cité éternelle se veut une réponse forte et positive au risque encouru par un certain nombre de monuments du patrimoine mondial situés en zone de conflit, qu'ils soient intentionnellement pris pour cible à des fins de communication ou qu'ils soient situés dans des terrains disputés. Un bon nombre d'entre eux subissent actuellement des dégâts considérables. Le projet au cœur de l'exposition est justement de restituer ces sites que nous allons citer, donc Khorsabad, Palmyre, que vous connaissez pour certains, pour les avoir visités, la grande mosquée des Omeyyades et le krach des Chevaliers. L'idée de cette exposition est de vous permettre de les redécouvrir, de voyager, grâce, vous le verrez, à des images d'archives et également à des images 3D qui vous feront voyager dans ces sites. L'exposition a donc, comme l'a dit Sylvie Hubac, mis à profit les technologies les plus récentes. Les procédés sont donc un espoir, à la fois pour les visiteurs que vous serez, je l'espère, et j'en suis sûre tous demain, mais également pour les scientifiques, comme nous le verrons plus tard. Avant de commencer cette discussion, comme il se doit, je me permets de vous présenter nos intervenants, en commençant par M. Jean-Luc Martinez. Vous êtes président-directeur du Musée du Louvre, conservateur général du patrimoine, archéologue et historien d'art. Vos premières amours sont, comme beaucoup le savent, l'histoire de l'art de la Grèce antique et plus particulièrement la sculpture classique. Vous avez rendu en octobre 2015 un rapport au président de la République sur les 50 propositions pour la protection du patrimoine en danger, en zone de conflit, sur lequel nous reviendrons. Et vous avez assuré le commissariat général de cette exposition. Marielle Pic, vous êtes directrice du département des Antiquités orientales. Vous êtes, on peut le dire, à la fois une femme de musée et une femme de terrain. Vous avez, dès votre plus jeune âge, fouillé au Moyen-Orient, notamment à Mari. Vous avez également fouillé à Ougarit,
Depuis votre entrée au département des Antiquités orientales du Louvre en 1982, vous avez vécu énormément d'aventures muséales dans différentes institutions et vous avez notamment participé à la création du Louvre-Lens. Vous assurez avec Yannick Lins le co-commissariat de cette exposition. Yannick, donc, vous êtes conservateur général du patrimoine, agrégé de lettres classiques et docteur en histoire antique. Vous dirigez actuellement le département des arts de l'islam du musée du Louvre. C'est au sein de ce département que vous promeuvez l'art des collections d'antiquités et l'art de l'islam. C'est dans ce cadre que vous avez été commissaire de l'exposition Maroc médiéval, notamment, qui a été présentée au Louvre en 2014 et à Rabat en 2015. Vous avez donc, avec Marielle Pic, assuré le co-commissariat de cette exposition. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Yves Hubelmann. Vous êtes co-fondateur de la société de la start-up Iconem, qui, vous nous l'expliquerez, effectue des relevés 3D, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement, dans le monde entier, des sites archéologiques. Et grâce à ces relevés, vous nous expliquerez comment, d'une part, on a pu arriver à faire des films qui nous font voyager dans l'exposition à travers ces 4 sites, mais également ces sites archéologiques. Enfin, les relevés 3D que vous avez faits permettent aux scientifiques de travailler notamment à la reconstruction des sites. Ma première question s'adressera donc à M. Martinez. Monsieur Martinez, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette exposition a été décidée dans l'urgence, comme nous l'avons vu avec Madame Hubac, et quel était le contexte à la fois politique et historique de la décision de cette exposition? Très volontiers. D'abord, je vous remercie pour l'organisation de cette table ronde, mais aussi pour l'organisation de cette exposition, parce que ça me permet de rappeler quelles ont été les circonstances. Donc Sylvie Hubac l'a rappelé tout à l'heure lors de la présentation à la presse. Elle souhaite toujours, je crois, organiser une série d'expositions sur les sites importants. Il me semble que, en effet, c'est un souci à la fois de vulgarisation et de présentation de ces sites. Donc, en prenant ses fonctions, elle est venue me voir avec cette idée, mais également en me demandant mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ce patrimoine en danger. Parmi les 50 préconisations que vous avez citées, moi je suis modestement un homme de musée, et donc je pense que chacun peut intervenir à son niveau, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Nous qui travaillons dans les musées, ce que nous faisons le mieux et ce qui est une de nos missions, c'est de mettre à disposition les collections auprès du grand public comme auprès du monde scientifique, et de mettre à disposition les ressources. Il y a au musée du Louvre, en effet, comme aux archives des musées nationaux, un certain nombre de documents, donc sur les fouilles anciennes, celles du XVIIIe et surtout celles du XIXe siècle, toute la première moitié du XXe siècle. Donc les circonstances étaient celles-là. D'un côté, la réunion des musées nationaux Grand Palais qui souhaitait donc présenter à son public des grands sites, et la mission qui est la nôtre, qui fait que les 2 départements les plus concernés souhaitaient développer une action en matière de mise à disposition des archives, ils en parleront mieux que moi, donc en numérisant une partie des documents. Par ailleurs, donc, nous imaginions présenter les résultats d'une partie des recherches de ces 2 départements au cours de toute une série d'expositions. La première d'entre elles a ouvert donc cet automne à Lens. L'histoire commence en Mésopotamie, exposition que nous avions proposée donc à Lens, vous vous en souvenez peut-être, dans des circonstances très particulières. Le président de la République, en visite au musée du Louvre en 2015, c'était en mars 2015, au moment d'ailleurs le jour même où le musée du Bardo était attaqué, puisque j'ai ce souvenir précis que l'information nous arrivait en direct au moment où le président de la République rentrait au Louvre, que le musée du Bardo était attaqué. C'était particulier aussi pour le Louvre, parce que comme vous le savez peut-être, nous avons une collaboration avec le musée du Bardo et qu'une équipe du Louvre était présente au moment de l'attaque. Enfin, dans ces circonstances à la fois affectivement très prenantes, le président de la République a annoncé en effet l'organisation de cette exposition qui était une des réponses que la France voulait faire donc, à ce patrimoine, c'est-à-dire présenter ce patrimoine. Et donc c'est dans ces circonstances particulières qu'a germé l'idée
de faire quelque chose ici au Grand Palais. Pourquoi ? Parce qu'en travaillant à l'exposition L'Histoire commence en Mésopotamie, je savais, par Marielle Pic qui m'avait fait rencontrer M. Hubelmann, que la société Iconem disposait et était en cours de travail avec la direction des antiquités de Syrie notamment, donc faisait ce travail d'archivage. Et que des images étaient disponibles, parce que sans cela, nous n'aurions pas pu monter cette exposition. Le travail commençait de recherche et de numérisation des archives photographiques, plans, mais nous savions que nous avions ce stock possible d'images. Bon, c'était un pari un peu fou, hein, parce qu'en quelques mois, mais il nous a semblé, pour reprendre l'expression de Sylvie Hubac, qu'il fallait réagir à une forme d'urgence. Voilà, c'est-à-dire que ce qui a changé peut-être depuis 2001, depuis la destruction des Bouddha Bamiyan, c'est que les terroristes ont instrumentalisé l'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils vous ont instrumentalisé, ils nous ont instrumentalisé en montrant et en diffusant des images des destructions. Donc face à cette utilisation, je dirais, perverse de l'image, nous avons souhaité une réponse, c'est-à-dire au contraire d'utiliser des images pour réenchanter notre regard et apprendre à redécouvrir et à montrer les merveilles qui sont en cours des destructions. Voilà un peu rapidement ce qui était à l'origine de notre motivation. Alors je propose qu'on s'arrête un tout petit peu sur les 4 sites et avant de décrire un tout petit peu l'histoire de ces 4 sites, j'aimerais savoir quelle a été la raison du choix de ces 4 sites, donc 4 sites qui appartiennent tous à des civilisations différentes. Peut-être je vous passe la parole, Marielle. Alors effectivement, ça a été une discussion entre nous puisqu'il s'agissait de choisir des sites de Syrie ou d'Irak. Il m'a semblé intéressant de montrer le site de Khorsabad, donc qui est un des sites à côté de Mossoul, parce que vous vous souvenez qu'en même temps, ce qu'évoquait Jean-Luc à l'instant, au moment de la destruction du musée de Mossoul, il y avait aussi la destruction des taureaux de Nimroud, qui sont pratiquement de la même période que nos taureaux de Khorsabad. Donc on est entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et je souhaitais montrer Khorsabad parce que ce sont des sites de l'Irak, donc de la Mésopotamie ancienne, qui sont en général donc construits en briques. Donc la destruction, elle a déjà existé par le temps, puisqu'en fait chaque brique a fondu au fur et à mesure du temps. Donc ce sont ce qu'on appelle en arabe des tels, des petites collines archéologiques, donc qui sont repérables dans cette plaine de Mésopotamie. Et donc, c'était important de montrer que certains sites n'étaient pas tous sortis de terre, puisque le palais de Khorsabad de Sargon II, donc du 8e siècle, n'apparaît pas du tout au jour comme peuvent apparaître les ruines de Palmyre. Donc là, c'était important pour nous de montrer ce site-là. D'ailleurs, je continue à faire de la publicité pour notre exposition du Louvre-Lens. C'est aussi un moment où nous avons travaillé avec Yves pour essayer de proposer au public donc du Louvre-Lens, et j'espère que nous les aurons aussi dans les salles après, une visite virtuelle de ce site de Khorsabad qui est beaucoup moins facile à appréhender que des sites plus tardifs. Et en plus, dans ce site, ce que nous avions repéré avec Yves en travaillant ensemble, c'est que nous avons repéré des trous de pillage, puisqu'en fait, actuellement, les sites archéologiques sont mais vraiment comme des vraies gruyères de trous de pillage, où on voit très bien, effectivement, des pilleurs qui vont chercher au fond des sites des objets qui alimentent le trafic des antiquités. Donc ça permettait aussi d'évoquer toutes ces problématiques. Et évidemment, pour la partie antique, je ne pouvais pas ne pas choisir Palmyre, qui a effectivement choqué la totalité du monde entier, je dirais. Et Palmyre, on se situe, en tous les cas pour la Palmyre qui se voit à l'heure actuelle, on se situe plutôt dans les 2-3 premiers siècles de notre ère, puisqu'en fait Palmyre est déjà citée au 2e millénaire avant Jésus-Christ dans les textes de Marie. Donc ça nous permettait d'avoir 2 sites
catégories différentes, je dirais. Et là aussi, les images d'Yves Hubelmann nous ont énormément aidés à essayer de voir ce qui se passait à l'heure actuelle à Palmyre, puisqu'évidemment, on ne peut pas y aller, donc on ne se rendait pas compte du tout de ce qu'il y avait, de ce qui restait. Donc je passe la parole à Yannick. Vous allez nous expliquer quelles ont été les raisons du choix de la mosquée des Omeyyades de Damas, qui, nous reviendrons sur cette question, n'a, Dieu merci, pas subi de dommages importants, au contraire des autres sites, mais malgré tout, il nous a paru important de montrer cette magnifique mosquée. Et vous nous parlerez également du krach des Chevaliers, qui, de la même façon, a subi quelques destructions. Voilà, je vous passe la parole. Merci Ariane. Oui, une première idée peut-être à souligner dans la présence de ces deux sites d'époque islamique, et j'en remercie ici publiquement Jean-Luc d'avoir pensé à intégrer aussi de manière emblématique des sites illustrant la civilisation islamique, parce que au début de cette propagande de Daesh, dans la médiatisation, on a pu avoir le sentiment, pour diverses raisons, que c'était la civilisation islamique qui détruisait par intolérance la civilisation pré-islamique. Donc je dirais que symboliquement, ça permet aussi de remettre un peu les choses à leur place et de montrer que, comme souvent, les choses sont plus complexes. Ensuite, c'est vrai qu'une autre illustration intéressante dans cette complexité culturelle de civilisation, c'est que la mosquée de Damas est le symbole, bien sûr, dès le 8e siècle, de l'installation de ce premier empire du monde islamique qui va de l'Espagne à l'Iran à ce moment-là. Et le krach des Chevaliers est l'illustration de la présence chrétienne dans ces territoires, alors de la présence chrétienne latine. On le voit bien sûr dans les œuvres de cette époque-là qu'il y a les chrétiens d'Orient, mais il y a aussi, vous le savez, dans cet épisode des croisades, nous sommes à l'époque de Saladin, la présence latine de ce krach des Chevaliers. Donc c'est le premier symbole. Ensuite, comme vous l'avez dit, c'est vrai que la mosquée de Damas n'est pas au cœur, pas encore peut-être, en tout cas n'a pas été vraiment jusqu'à présent au cœur des combats, même si en 2013-2014 elle a subi dans le début de la guerre civile quelques tirs de roquettes. Mais je dirais que son histoire, qui, depuis l'invasion des Mongols en 1260 jusqu'en 1893, qui est la date de son dernier incendie, a subi d'énormes outrages au temps et à la réalité de son monument, et qu'aujourd'hui, quand on la regarde, on n'a pas le sentiment, par les transformations et les restaurations, que ce monument a été si tourmenté. Et qu'aujourd'hui, je dirais qu'il acquiert un symbole supplémentaire, c'est que la mosquée des Omeyyades d'Alep, il ne doit pas en rester grand-chose, à mon avis, et qu'avec le dôme du Rocher, maintenant, ça reste le seul monument, la seule grande mosquée témoin de cette époque. Et le krach des Chevaliers, pour finir, illustre une belle histoire aussi de destinée patrimoniale, puisque ce château fort qui inspirera tant ensuite les croisés latins sur l'architecture gothique en Occident a été récupéré à la fin de l'occupation des croisés par la grande dynastie qui régna ensuite dans la région, les Mamelouks, et à côté de l'église latine qui existe dans le château, les Mamelouks qui ont installé dès le XIVe siècle des bains, des hammams. Donc quand on visite ce château, on découvre aussi la transformation dès le XIVe siècle de cet endroit. Et puis les documents, les images, effectivement merveilleusement mises en scène aussi avec les images d'Yves, nous permettent de redécouvrir ce château que possédaient les Français sous le mandat français, transformé en village et très vite en ruine touristique, puisque ça a été, et j'espère que ça redeviendra, un des hauts lieux du tourisme quand on va en Syrie.
Donc Yves Hubelmann, vous avez ramené de voyages, d'ailleurs vous continuez vos voyages au Moyen-Orient. Vous allez nous raconter comment vous rapportez des images 3D, comment vous faites des relevés 3D de ces 4 sites notamment, mais d'autres. En quoi constituent ces relevés 3D ? Le mot n'est pas forcément très compréhensible au premier abord par le public, mais vous allez nous expliquer comment vous les constituez, et ensuite je vous propose que nous regardions quelques images de l'exposition pour que vous vous rendiez compte ce que nous avons réussi à faire, ce que toute l'équipe a réussi à faire à partir des images 3D justement d'Iconem. Oui, alors merci. Donc, l'objectif de notre projet, qui est devenu après une start-up, qui est aujourd'hui une start-up, l'objectif premier, c'était de collecter un maximum d'informations, effectivement, sur les sites archéologiques en péril. On a commencé à travailler en Afghanistan, puis en Syrie, puis en Irak. Et ce travail a été rendu possible, finalement, par des nouvelles technologies. Et notamment 2 nouvelles technologies. D'une part, les drones qui nous permettent, d'une part, de travailler très rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on peut faire des milliers de photos sur des sites archéologiques, et qui nous permet aussi de travailler dans des contextes sécuritaires un peu contraints, on va dire. Enfin, on peut travailler dans un pays de guerre, pour parler plus simplement. C'est-à-dire que ça nous permet de faire des images sur des zones qui sont encore minées, par exemple. Ça nous permet de faire des images aussi sur des zones sur lesquelles on ne peut pas rester plus de quelques heures pour éviter de se faire repérer. Donc on a trouvé déjà cette technologie qui répondait vraiment à beaucoup de problématiques qu'on avait sur le terrain. Et puis une deuxième technologie qui est donc un algorithme, c'est un programme en fait qui est assez récent, qui a été mis au point par des chercheurs, et notamment un chercheur français qui s'appelle Jean Ponce il y a quelques années, en 2007, qui permet, à partir d'une quantité d'images représentant un environnement, un site, en fait, de reconstruire en 3 dimensions, de manière complètement photoréaliste, cet environnement. Alors, ces 2 techniques mis bout à bout, grosso modo, elles nous permettaient de faire des répliques de sites archéologiques virtuels, simplement en passant sur ce site une journée ou 2. Voilà. Et donc, quand on a maîtrisé, à partir de 2010, on a maîtrisé assez bien ces techniques, et donc on a mis en œuvre en fait des missions de relevé, des expéditions. On a commencé par l'Afghanistan, puis après la Syrie, puis après l'Irak. Et la manière dont on fonctionnait, en fait, c'est qu'on allait voir les archéologues sur le terrain, qui souvent étaient assez démunis, parce que malheureusement, ces pays en situation de conflit mettent pas beaucoup d'investissement sur l'archéologie, ne peuvent pas mettre beaucoup d'investissement sur l'archéologie. Donc on leur proposait un support technologique, en mettant à disposition à la fois nos équipes, des ingénieurs. Donc aujourd'hui, c'est une start-up, Iconem, qui a une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, d'architectes, d'archéologues à Paris, qui travaillent tous ensemble. Et donc notre idée, c'est vraiment de mettre à disposition des autorités scientifiques des différents pays ces techniques, et ils nous guident et ils nous proposent d'aller effectivement faire des relevés dans tel site et dans tel site. Et après ces relevés, notre objectif, bien sûr, c'est de les mettre à disposition d'abord de nos hôtes, c'est-à-dire des archéologues syriens, irakiens et afghans, mais beaucoup plus largement, et j'espère que cette exposition va l'illustrer, de mettre à disposition du public, de la communauté scientifique, des experts internationaux, pour qu'on puisse effectivement, et notamment du Louvre, comme on a fait effectivement pour nos travaux irakiens, et qui permettent effectivement du coup à la communauté scientifique et technique de réfléchir de manière mieux documentée en fait sur la destruction de ces sites. Merci Yves. Alors je propose que pour illustrer ce que vous venez de dire, qui peut parfois paraître, disons qu'on se fait une idée de ce que c'est qu'un relevé 3D, mais en le voyant, on peut peut-être mieux se rendre compte de ce que ça donne. Donc, je vous propose qu'on regarde quelques images qui ont été réalisées justement pour que vous compreniez bien ce que vous allez voir dans l'exposition. Donc, le film va commencer, c'est extrêmement rapide, mais vous aurez une meilleure idée de ce que vous allez voir dans l'exposition.
Donc ces images nous permettent de nous rendre compte que non seulement vous allez pouvoir bénéficier de ces magnifiques images 3D, mais également que le souhait des commissaires, et je me retourne vers vous, était de valoriser les fonds qui sont à disposition, qui ont été constitués par les scientifiques, les dessinateurs, les archéologues, les photographes qui se sont rendus sur ces sites à travers les siècles. Et peut-être je vous laisse la parole pour nous expliquer comment se décompose l'exposition. Il y a d'abord une première salle d'introduction. Cette exposition a été placée sous le haut patronage de l'UNESCO, qui est, je vous le rappelle, l'organisme international siégeant auprès de l'ONU pour la protection du patrimoine et pour l'éducation, puisque cette notion de patrimoine de l'humanité a une définition juridique mise en œuvre progressivement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a voulu rappeler ce qu'étaient ces notions de patrimoine de l'humanité. Plus de 800 sites dans le monde sont classés par l'UNESCO avec ce vocable. Savoir aussi que l'UNESCO met à jour cette liste tous les ans et alerte l'ensemble de l'opinion internationale sur certains de ces sites qui sont déclarés en danger. Ces dangers peuvent être de nature multiple, ça peut être l'urbanisation galopante, les risques de destruction naturelle, comme bien entendu le problème qui nous occupe, à savoir donc les zones de conflit. Dans cet espace d'introduction également, on a voulu montrer donc la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Donc ça commence par une image choc. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, pour rappeler, des destructions, il en existait avant en 2001. Et il existe aujourd'hui beaucoup de sites menacés dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, par exemple, ou en Afrique. Donc il ne s'agit pas d'ignorer la situation d'autres continents, mais il s'agit modestement, donc avec ces 4 exemples, d'alerter et de sensibiliser le grand public sur ces zones de conflit particulières qu'est le Proche-Orient. Après cette introduction, rappelant ces notions, comme vous l'avez vu dans ces images de synthèse, nous pouvons disposer d'un immense espace. C'est peut-être le parti pris le plus spectaculaire de l'exposition. Parce que souvent, et en cela, finalement, le fait que cette exposition, nous avons, grâce à la mobilisation de tous, pu la rendre gratuite, nous a donné une certaine liberté. Dans la plupart des expositions, bien entendu, on présente parfois des films, des images, même des images 3D, mais on le fait de manière successive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction intrinsèque entre présenter des objets et présenter des images, et notamment de les remettre en contexte. Donc dans la plupart des expositions, et je n'ai aucun mépris pour ce type d'exposition, puisque nous en faisons nous-mêmes, donc on alterne une salle dans laquelle vous avez les présentations des œuvres, et puis ensuite plutôt une salle de médiation. Voilà, généralement, les images sont vues comme une médiation. Or là, on a voulu au contraire que l'image soit première. C'est-à-dire on a d'abord voulu émerveiller, comme je vous l'ai dit, réenchanter par l'image. D'où cette grande salle immersive, et le scénographe qui a été choisi, il a été pour cette raison, parce qu'il était parmi les gens qui ont été consultés le seul à proposer que dans un seul espace, donc sur des écrans de 35 mètres de long et 7 mètres de hauteur, je crois que je ne dis pas de bêtises dans le détail. C'est tout à fait ça. Ouais, voilà. Donc on a l'impression, enfin on veut rendre accessibles ces sites. Donc, en même temps, il ne s'agit pas... Qu'est-ce qu'on y voit ? On a travaillé avec un cinéaste qui a fait composer de la musique aussi, où on veut raconter une histoire. Comme vous l'avez vu, donc il y a 4 ambassadeurs. Donc dans cet immense espace immersif dans lequel donc déroulent les uns après les autres une histoire de ces 4 sites qu'on a choisis. L'introduction, c'est un objet des collections du musée du Louvre. Donc le lion en bronze que vous avez vu de Khorsabad, découvert dans les fouilles de Botta dans les années 1842-43. Donc un relief de la nécropole de Palmyre, un fragment de ces mosaïques redécouvertes dans les années 1925-28 au moment de la restauration de la mosquée des Omeyyades de Damas, et un de ces bassins donc en métal incrusté de l'époque mamelouk, donc qui montre donc l'importance de cet artisanat d'art dans la série médiévale. Donc ces 4 objets ont été numérisés pour cette exposition. Donc
par l'agence photo de la Réunion des musées nationaux. Donc les images que vous voyez donc, sont aussi le produit d'une nouvelle technologie avec l'idée... donc les objets sont présents en vrai, mais ils sont aussi montrés et on voit la qualité de cette technologie. Hein. Et ensuite, donc, comme vous l'avez vu, on a introduit aussi des images anciennes. Ce travail de collecte de la documentation qui est en cours, donc notamment avec les publications anciennes du 19e siècle. On se rend compte en effet qu'agrandi sur 7 mètres de hauteur, on se rend compte de la qualité des publications du 19e siècle, mais aussi les photographies avec notamment les premières vues aériennes des années 1920 ou des fonds photographiques très importants dispersés un peu partout en France, dont par exemple pour mémoire le fonds Albert Kahn, où on voit des photographies très importantes. Et pour montrer aussi que les nouvelles technologies dont M. Benman a parlé s'inscrivent dans une longue histoire de l'archéologie. Elles viennent ajouter donc un élément et une documentation à cette longue documentation. Donc c'est à la fois, vous le voyez, une traversée poétique, parce qu'on montre notamment des images inédites d'Iconem, des vues récentes donc de ces sites. J'étais moi donc en Irak quand moi j'étais à Bagdad quand la société Iconem a envoyé donc dans le nord de l'Irak, puisque nous sommes dans la région nord, ils ont pu envoyer un drone au-dessus du site de Khorsabad. Donc ces images, personne ne les a vues à cette échelle, de la même manière que vous allez voir donc des images de Palmyre datant de fin 2015. Début 2016, c'est ça ? Avril 2016 et juillet 2016. Les dernières. Donc c'est vraiment, juste après la libération du site. Voilà, avec vraiment une volonté de montrer cela. Mais comme vient de le souligner Ariane Orsini, après cette émotion, il y a un troisième espace on a appelé le cabinet de curiosité, dans lequel on retrouve ces 4 sites avec beaucoup de documents et d'œuvres d'art. Il y a par exemple un très beau tableau du musée des Beaux-Arts de Tours de Cassas, c'est ce peintre dessinateur qui a suivi une expédition au XVIIIe siècle. Il a exploré la Syrie dans les années 1784-1786. Donc il est très connu des spécialistes. Mais on a comme ça donc des vues anciennes de ces sites archéologiques auxquels on a ajouté à la fois les publications scientifiques du XIXe siècle, les guides du XXe siècle, les moulages aussi d'inscriptions, mais également les relevés, par exemple pour la mosquée des Omeyyades au moment de la restauration dans les années 1920. Donc l'école de Damas donc a envoyé des artistes faire des relevés donc aquarellés sur papier, donc de très très beaux documents. Voilà. Donc c'est tout ça qui est montré avec des feuilletoirs également qui permettent justement de raconter l'histoire par l'image, depuis les gravures et les peintures des XVIIe et XVIIIe siècles jusqu'aux images d'Iconem. Il y a aussi un film pour que Iconem explique un peu la technique. Grâce aussi à un partenariat avec Google, il est possible donc de tester justement le passage de la vision actuelle du site, notamment de l'Arc de Triomphe de Palmyre, détruit par les terroristes. Donc, on a des images de l'état actuel de ce monument. Et grâce au relevé 3D, le visiteur est invité à regarder ce que peut être une reconstitution donc, en 3D sur tablette donc, sur ce site. Et on a voulu ajouter, c'est une très belle idée d'Ariane, je crois, donc d'y ajouter des témoignages humains. On a fait appel à des artistes du Proche-Orient, irakiens, syriens, il y a un Libanais d'ailleurs. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a à choisir entre les pierres et les hommes, alors qu'en fait, la réalité, c'est que, bien entendu, les hommes vivent dans ces sites archéologiques. Et là, ces artistes donnent le témoignage de ce que représente pour eux, non pas avec des mots savants d'historiens de l'art ou d'archéologues, mais tout simplement comme visiteurs qu'ils ont été enfants, parce qu'avec leurs parents, ils sont allés à Khorsabad, ou avec l'école, ils sont allés à Palmyre. Et je pense que ça donne aussi une dimension, puisqu'au-delà de ces 3 espaces qu'on peut visiter dans un sens et dans un autre, puisqu'après on revient sur ses pas, on veut à la fois, vous voyez, associer à l'émerveillement aussi la connaissance et l'approfondissement, puisque le visiteur, enfin chacun d'entre vous, est amené à participer à cette collecte de documentation. Il est possible que vous ayez dans votre famille peut-être des photographies de Palmyre que vous avez peut-être vous-même visitées il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Beaucoup aussi de Français sont liés aussi par l'histoire de la Syrie. Peut-être que vous avez un grand-oncle qui a travaillé en Syrie. Voilà. Donc nous, institutions culturelles, nous sommes lancés dans ce travail de numérisation du fonds d'archives, mais il est important que ce soit une mobilisation internationale. Alors justement, je voulais revenir sur les liens effectivement forts qui existent, non seulement entre la France et la Syrie, mais aussi entre les archéologues français
tant syriens que irakiens. Ce sont des liens qui sont anciens et ce sont des liens que vous reprendrez lorsque le pays sera pacifié, enfin, voilà, qui sont maintenus comme il est possible de les maintenir dans l'état actuel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire de ces liens et de cette archéologie qui a une histoire vraiment ancienne au Moyen-Orient ? Alors, je vais juste rajouter quelque chose aussi par rapport à ce que tu disais, Jean-Luc, puisqu'en fait, en même temps, le ministère de la Culture a un site internet qui s'appelle Grand Site Archéologique, qui d'habitude est réservé aux sites comme la Grotte Chauvet, etc. Et nous avons décidé, avec le ministère de la Culture, d'étendre ce site donc ce site internet, vers les sites archéologiques syriens. Donc, il y a aussi eu un gros travail de ce côté-là avec Thomas Agori pour essayer de pouvoir voir sur le net les grands sites archéologiques. Je pense qu'il doit y avoir Palmyre en particulier, Khorsabad, on a visé en premier. Les 4 sites il y a 4 traités. sites, de toute façon les 4 sites y sont, mais on voudrait l'étendre après à des grands sites comme Ougarit, Marie, etc. Puisqu'en fait, vous savez, une fouille archéologique, effectivement, j'ai fouillé en Syrie depuis le début de ma carrière. Un site archéologique, une fouille archéologique, elle est toujours très internationale. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des spécialités de chacun, par exemple, celui qui va être spécialiste des os d'animaux va venir de Hollande ou de différents lieux. Donc, une équipe archéologique est toujours internationale, complètement. Donc en fait, nous avons toujours l'habitude, nous, depuis des années, de travailler ensemble. Il n'y a pas de frontières pour nous. Donc il était extrêmement important, alors en plus en étant musée du Louvre, il est extrêmement important pour nous de continuer à entretenir ces liens que nous avons. Alors évidemment, nous avons des liens particulièrement forts avec la Syrie, puisque comme vous le savez, Syrie et le Liban, puisque comme vous le savez, il y avait le mandat français à partir des années 20 dans ces régions. Donc on a toujours formé énormément d'étudiants. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont docteurs en archéologie dans nos différentes universités. Donc par eux, on peut aussi avoir ce travail donc avec un certain nombre de Syriens qui sont réfugiés en France. Et nous avons aussi toute une politique que l'on accomplit aussi avec nos partenaires habituels, qui sont par exemple l'Institut national du patrimoine, pour essayer de recevoir nos collègues, et je dis bien nos collègues, du Proche-Orient. Nous avons reçu, Yannick et moi, pendant un mois, une douzaine de collègues irakiens qui sont venus en France pour essayer de voir comment on pourrait travailler ensemble ultérieurement, essayer de voir juridiquement quelles étaient les problématiques entre la partie Europe et la partie Proche-Orient, mais aussi comment on restaurait des tablettes cunéiformes, mais aussi comment on numérisait une collection archéologique. Donc voilà, il y a un vrai partage quotidien, mais c'est habituel pour les archéologues. Je reviens sur l'utilisation des archives et des images anciennes. C'est une utilisation, donc je vous pose la parole à tous les deux, Yves et Yannick. Yves en particulier, en fait, ces images anciennes, vous les utilisiez déjà, elles vous servent, et en fait, c'est une sorte de mixte entre l'utilisation des images 3D et la comparaison avec les images anciennes qui vous permettent d'avancer dans votre travail et qui permettent aussi aux scientifiques de réfléchir sur éventuellement les reconstructions nécessaires ou pas nécessaires. D'ailleurs, je vous laisserai aussi la parole sur ce sujet. Ouais, en fait, en commençant à travailler sur ces environnements virtuels, photoréalistes, on s'est aperçu très vite qu'une propriété intéressante de la 3D est qu'elle pouvait permettre en fait d'insérer tout un tas d'archives photographiques, visuelles en fait, dans la 3D elle-même. En fait, il suffisait de retrouver exactement le point de vue de l'artiste ou du photographe pour reprojeter en fait sur le modèle 3D la photo, l'aquarelle ou le dessin. Et l'intérêt en fait de cette technique-là, c'est que ça nous permettait de superposer très précisément en fait un document des années 50 avec un document d'aujourd'hui. Et cette superposition, elle nous permet de voir de manière très précise comment le site a évolué à travers le temps. Donc ça, c'est des travaux qu'on avait déjà effectués
depuis 2012 en fait sur des sites afghans. On avait pu d'ailleurs alerter l'UNESCO sur des destructions. En fait, on avait vu en travaillant avec une série de photographies qui s'étalait sur tout le long du XXe siècle. En fait, on avait pu détecter l'accélération très rapide de dégradation sur certains sites. Donc techniquement, en fait, effectivement, c'est un procédé qui donne des informations très précises aux spécialistes et aux restaurateurs qui peuvent être alertés en fait de la destruction. En fait, un site archéologique, il faut toujours imaginer que c'est une dynamique. En fait, c'est pas du tout une espèce de site éternel comme on imagine. Enfin... Ça reste un site éternel, on va dire. Oui. Mais son éternité est mouvante. C'est-à-dire que c'est un site qui évolue à travers le temps, qui est réapproprié par effectivement une époque, une civilisation, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment ces techniques permettent de le montrer. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de montrer à travers ce sites éternels. J'ai une question sur les fouilles archéologiques. Est-ce que vous pensez est-ce que l'on peut dire que la fouille archéologique, parce qu'elle met à jour quelque chose qui était caché pendant de nombreux siècles, d'une certaine façon, va altérer, parce qu'on a parlé des altérations évidemment dues au conflit, mais on n'a pas parlé, enfin vous l'avez évoqué rapidement, Monsieur Martinez, les altérations dues tout simplement au passage du temps, au tourisme de masse, etc. C'est le paradoxe de nos métiers, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire la même chose d'une collection dans un musée. Le meilleur moyen un musée s'explique parce qu'on doit présenter une collection à un public. Et en même temps, la conservation est généralement en contradiction avec l'exposition. Pour être très clair, je vous donne un exemple très simple. Prenons le cas des dessins. Exposer des dessins donc à la lumière naturelle, c'est accélérer leur destruction, c'est-à-dire leur disparition. Donc on fait des expositions de dessins, donc on est en train d'abîmer la collection. Bon, voilà. Mais en même temps, à l'inverse, si on ne montre pas les collections de dessins, alors à quoi ça sert de les conserver, puisqu'on les conserve pour les montrer. Vous voyez, donc c'est une espèce de cercle. C'est exactement la même chose en archéologie, au point d'ailleurs aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Pompéi, sur lequel aussi beaucoup travaillent. Les fouilles les plus anciennes, celles du XVIIIe siècle par exemple, aujourd'hui elles posent plus de problèmes. Aujourd'hui, conserver un site excavé, moi, je travaille à Delft depuis plus de 20 ans. Conserver Delft dans l'état dans lequel la grande fouille de 1892 l'a laissé, ça nous demande plus de travail, au point qu'aujourd'hui, on arrête de fouiller. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers, par exemple, de Delft, qu'on laisse exprès non fouillés, parce qu'on ne sait pas comment les conserver. C'est le vrai problème de Pompéi, où les fouilles sont en grande partie arrêtées, parce que c'est une contradiction, mais la fouille détruit. Puisqu'elle retire progressivement de la terre. En même temps, aujourd'hui, on est de moins en moins destructeurs dans la fouille, mais se pose en effet le meilleur moyen. C'est pour ça que finalement, avec Palmyre, moi je suis assez optimiste malgré tout, c'est que je vous rappelle que l'essentiel du site de Palmyre n'est pas fouillé. Donc, en effet, peut-être que quelques monuments très spectaculaires ont été détruits, mais l'essentiel du site de Palmyre reste à découvrir, et il sera découvert par les générations qui nous succéderont. Donc, on peut dire aussi que la redécouverte de certains sites est le fruit du hasard, qui parfois peut sembler malheureux. Et Yannick, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez l'histoire de la redécouverte des mosaïques, des décors de mosaïques de la mosquée des Omeyyades, parce que l'histoire est très belle, et ça permettra aussi à notre public de comprendre une image qu'on a aperçue tout à l'heure sur le mur, sur l'écran, une image recouverte. Je vous laisse nous en dire plus. Oui, avant de vous raconter cette courte histoire, quand même rappeler aussi qu'il s'agit dans cette question du patrimoine à la fois de l'archéologie, mais aussi des monuments de ville. Et c'est vrai que l'époque islamique, qui démarre en gros durant notre Moyen-Âge jusqu'à l'époque ottomane ou jusqu'au XIXe siècle, c'est d'abord l'histoire de transformation de villes. Donc notre recherche d'archives, je dirais, qui s'accélère forcément avec le contexte. Il faut bien dire, il y a 5 ans, on ne travaillait pas autant sur les archives, mais là, on se rend bien compte que les villes syriennes
ou Mossoul sont dans la situation de nos villes européennes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc je dirais que pour nos époques, on est plutôt dans cette problématique. Et c'est vrai que l'histoire de la redécouverte des mosaïques de la mosquée de Damas nous donne beaucoup de philosophie et de recul sur cette question de la destruction, de la conservation du patrimoine, puisque ces superbes mosaïques que l'on croyait disparues au début du XXe siècle, puisque la mosquée avait brûlé, ce qui en restait montrait un état des bâtiments avec un badigeon blanc. Donc tous les archéologues, architectes, historiens étaient convaincus qu'on avait perdu pour l'éternité ces mosaïques. Et une rumeur scientifique commençait à augmenter dans le milieu européen, entre les Anglais, les Français, les Allemands, en disant mais peut-être, pourquoi pas retrouver ces mosaïques sous les badigeons. Et il y a un homme qui a eu le courage de tenter l'aventure et qui a eu l'autorisation du gouvernement syrien, en tout cas des Syriens, de l'autorité syrienne durant le mandat français. Ce personnage s'appelle Eustache de Loret. Et Eustache de Loret a réussi à rassembler les fonds financiers pour lancer cette vaste entreprise d'épeçage de ce badigeon. Et ça a été effectivement, en 1928, cette redécouverte exceptionnelle. Et ces relevés dont vous voyez un exemplaire dans l'exposition, relevé grandeur nature en aquarelle dans l'exposition. On en a une quinzaine qui aujourd'hui sont conservées au Louvre. Et il faut imaginer que dans les années 30, ça a été une médiatisation planétaire, puisqu'il y a une exposition qui a fait le tour du monde, aux États-Unis, en Europe. Elle n'est pas allée en Asie à ce moment-là, mais ça a été très médiatisé dès les années 30, parce que c'était considéré comme un événement de redécouvrir ces mosaïques. Donc voilà, attendons de voir ce que l'avenir nous réserve aussi en belle redécouverte de choses que l'on imagine disparues. Et je voudrais revenir sur un point particulier de cette exposition sur lequel vous êtes arrêté, Monsieur Martinez, qui consiste en ce mixte entre les œuvres prêtées par le Louvre, qui sont donc numérisées, et les œuvres qui sont projetées sur le mur, à la fois les films et ces œuvres numérisées. Donc c'est un travail qui a été mené par l'agence photo Sylvie Hubac. C'est un travail qui est c'est une valeur ajoutée, une capacité de la Réunion des musées nationaux Grand Palais de numériser ces œuvres en 3 dimensions. Et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui est mis à disposition des musées et du public pour parfois mieux pouvoir appréhender certaines œuvres. Oui, tout à fait. Ça permet. C'est une technique que nous mettons en œuvre maintenant depuis 2 ans. Et l'État nous a aidés à développer donc cette technique. Nous avons aujourd'hui à peu près 250 objets des collections des musées nationaux qui sont numérisés. Vous verrez dans l'exposition que, puisque vous aurez la possibilité de rapprocher l'objet réel de l'objet numérisé et projeté en 3 dimensions, effectivement, tout l'apport supplémentaire que donne la numérisation en 3D, parce que ça permet tout simplement de rentrer dans l'objet de manière beaucoup plus approfondie, d'approcher les détails de manière absolument spectaculaire, de tourner autour quand c'est pas forcément possible dans une vitrine. Donc de donner la possibilité, de nous donner la possibilité de voir en 3 dimensions cet objet, ce qui est effectivement une approche très enrichissante. En même temps, je pense qu'il faut aussi se garder de penser que c'est la seule voie d'avenir, et bien évidemment se confronter à l'objet réel lui-même, et je crois très important. Et c'est intéressant dans cette exposition parce que les 2 regards sont possibles, le regard réel et le regard augmenté, si je puis dire. Alors, je propose qu'on avance dans la réflexion que nous propose cette exposition, et notamment une question que j'imagine vous avez tous en tête, qui
à propos d'une part des possibilités qui s'offrent à la communauté internationale et des choses à faire, d'une part pour protéger les sites archéologiques, et lorsque les sites seront libérés, la question de la reconstruction qui n'est pas si simple. Vous allez nous en dire un mot. D'abord, rappeler en effet que, comme j'ai dit à de nombreuses reprises aujourd'hui, le temps de l'archéologie n'est pas le temps de l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... vous savez, bon, fouiller, c'est un travail assez fou, hein, donc, parce qu'en fait, on essaye de comprendre des témoignages matériels en ignorant les circonstances qui font que ces témoignages matériels sont parvenus dans cet état. Donc, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle fouiller, c'est pas chercher des beaux objets ou chercher même des structures, c'est essayer de comprendre le principe de la déconstruction, de la destruction, de la dégradation. C'est-à-dire qu'on cherche les indices qui permettent d'expliquer comment un mur s'est effondré, pourquoi il s'est effondré, donc à quel moment il s'est effondré. Donc on essaye de comprendre déjà, pour que vous compreniez par rapport aux questions que vous posez, comment fonctionne l'archéologie. Enfin aujourd'hui, de toute façon, c'était un peu, quand on lit les textes des découvreurs du 19e siècle, c'était à peu près la même problématique. Bon, à savoir que donc la question qui se pose à nous, c'est quel est l'état de notre connaissance d'un site. Donc d'où le travail sur les archives, d'où le travail de ces nouvelles technologies qui permettent en effet, en comparant des documents différents, de faire l'histoire de cette dégradation. Cette dégradation, elle peut être naturelle, parce que, en effet, les murs tombent naturellement. Et, voilà. Elle peut être humaine, elle peut être liée aussi au développement de l'urbanisation. Hein, donc c'est très intéressant de voir en effet que le plus grand danger pour l'archéologie, bien entendu, c'est, au point d'ailleurs que là les sites n'existent pas, c'est la continuité de l'implantation humaine. Hein, donc le Paris mérovingien a entièrement disparu, non pas parce qu'il a été détruit par quelqu'un, mais parce qu'il a été tout simplement remplacé donc, par le Paris carolingien et puis par le Paris, etc., etc. Donc vous voyez, donc, bon. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui la question ne se pose pas en qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Le temps de l'archéologie, c'est ce travail qui consiste, y compris en chambre, donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est rassembler cette documentation, mais vous voyez, c'est pas simplement parce qu'on ne peut pas faire autre chose, c'est parce que c'est le travail fondamental de l'archéologue. Enfin, quand on travaille sur un... je répète, je ne vais pas passer mon temps à parler de moi, mais le travail que nous faisons avec l'École française d'Athènes à Delphes, le site, il n'est pas particulièrement menacé, la Grèce n'est pas en guerre, et pour autant, nous passons notre temps à essayer de collecter les informations. Je crois que d'ailleurs la société de M. Hubelmann va travailler à l'École française d'Athènes à Délos, où se pose le cas justement de fouilles anciennes du 19e siècle qui posent d'énormes problèmes maintenant de conservation, hein, parce que conserver des ruines dégagées au 19e siècle, ça pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de problèmes. Donc on peut faire ce travail de documentation. Alors, bien entendu, ce qui est vraiment prometteur, et j'insiste là-dessus parce que peut-être qu'on est tous fascinés par les nouvelles technologies, ce qui est vraiment prometteur, c'est quelle est notre capacité aujourd'hui, de manière préventive, à finalement archiver un monument. C'est-à-dire comment on en garde la trace. Et on voit en effet que de manière préventive, c'est-à-dire avant qu'il y ait une zone de conflit, mais ça vaut aussi pour les monuments français, est-ce qu'on est, aujourd'hui, on a la capacité technique, je prends le cas par exemple du Mont Saint-Michel, on peut parfaitement avoir un relevé 3D très complet du Mont Saint-Michel, ce qui suppose en effet que nos institutions culturelles sont à l'aube d'une véritable révolution qui consisterait à lancer ces campagnes donc de numérisation, de relevé, à savoir les conserver, parce que vous savez, le vrai problème de toutes ces nouvelles technologies, enfin moi je suis suffisamment vieux maintenant pour savoir que les photogrammétries que j'ai fait faire dans les années 90, il n'y a plus aucun appareil qui sait les lire. Hein, et que aujourd'hui, ce travail des années 90, hein, c'est pas la guerre de 100 ans. Hein. Enfin, quand je parle à mes enfants, j'ai l'impression que c'est les guerres napoléoniennes. Mais dans la vie d'un chercheur, c'est pas loin, 30 ans ou 40 ans. Ben, voilà. Donc là, il y a un véritable défi en matière d'archives et quelque chose d'assez optimiste. Hein, c'est-à-dire qu'on peut en effet aujourd'hui travailler, mais je
le cas de la France ou de pays qui ne sont pas en guerre, hein, voilà, donc à faire ces campagnes. Et je pense que c'est un peu l'idée, cette exposition aussi, cette sensibilisation, appeler à la collaboration aussi des grandes institutions culturelles pour qu'elles se disent c'est possible d'offrir ce travail-là. Juste pour compléter ce que disait Jean-Luc Martinez, effectivement, pour le versant plus pays en conflit, nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On se rend compte maintenant aujourd'hui que cette technologie est adaptée, elle peut être effectivement déployée sur ces terrains-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore de dispositifs internationaux qui permettent de réagir très vite en cas de problème. Donc nous, on a pu le faire avec notre société au courant de cette année parce que, en fait, on a investi nous-mêmes en fait, sur les missions de Palmyre et c'est tout le travail qu'on a fait en Syrie et en Irak. Mais aujourd'hui, effectivement, nous aussi, notre devoir, c'est de militer pour la création, effectivement, de fonds d'urgence dédiés à la documentation parce qu'on s'aperçoit aussi à travers notre travail que cette documentation, elle est précieuse. Et aujourd'hui même, où Palmyre vient d'être pris par les soldats de Daesh, eh ben, tout le travail qu'on a fait ces derniers mois sur Palmyre, effectivement, prend de la valeur parce qu'on ne peut pas présumer du destin de ce site aujourd'hui. On peut peut-être toucher un mot du Fonds international dont la création a été annoncée à Abu Dhabi le 2 et 3 décembre par le président de la République. En effet, parmi les 50 préconisations faites donc par la France au sein de l'UNESCO, puisque le président de la République a repris une partie des éléments du rapport qui lui avait été remis et a présenté ces éléments à l'UNESCO, puis au sein du G7, du groupe des 7 chefs d'État d'IG7 et comme auprès de l'ONU. Et donc cela a abouti à la conférence internationale qui s'est tenue à Abu Dhabi la semaine dernière. Donc initiative franco-émirienne où près de 40 gouvernements ont siégé, se sont dit intéressés, avec l'idée de créer un fonds de dotation qui serait domicilié à Genève. Pourquoi Genève? Parce qu'il y a un certain nombre de fonds de dotation internationaux, notamment celui consacré à la lutte contre le sida et un certain nombre de pandémies qui sont abrités à Genève. Ça permet de profiter d'une forme de neutralité de la Suisse. Ce fonds de dotation, qu'est-ce qu'un fonds de dotation? Il s'agit tout simplement, je me répète à ceux qui nous écoutent, on n'utilise pas l'argent qui est levé. Donc, au contraire, on le place et avec les intérêts de cet argent placé, on peut comme ça financer sur le moyen et le long terme, parce que cet argent placé produit finalement éternellement, donc des intérêts, et on peut comme ça signaler, financer un certain nombre de projets. Alors, tout reste encore à imaginer, donc les Émirats et la France ont l'ambition de lever 100 millions de dollars. C'est à la fois peu et en même temps assez important. La France a déjà déclaré qu'elle pourrait verser 30 millions de cette somme. Les Émirats arabes unis et la Chine se sont déclarés intéressés, avec l'idée qu'ensuite restera à monter un comité scientifique et à rendre éligible un certain nombre de projets. Et je pense que les projets, parce que ce cadre international permettra de travailler, parce qu'au-delà, bien entendu, il y a d'énormes problèmes diplomatiques, faire travailler tel ou tel pays, que je ne citerai pas pour ne pas avoir de problème. Bon, donc, ensemble, vous vous doutez bien que c'est compliqué. En revanche, donc, les archéologues de terrain, les spécialistes dans chacun de ces pays, à l'échelon international, à Abu Dhabi, il y avait mes collègues américains du Metropolitan, par exemple, ou du Smithsonian. Il y a, au-delà des intérêts de tel ou tel pays, il y a une vraie mobilisation internationale. Mon collègue de l'Ermitage, qui est bien sûr russe, discute sur ces sujets avec mon collègue de Berlin ou bien entendu avec mon collègue de Bagdad ou des musées de Damas. Voilà, il y a une vraie collaboration internationale scientifique. Alors, il est évident que ce que nous pourrions financer avec ce fonds de dotation, c'est exactement ces opérations de relevé et d'archives, donc d'archivage, donc en proposant aux pays justement de leur offrir donc cette possibilité. Mais je répète, donc ça vaut pour les pays en conflit. C'est exactement le problème des tremblements de terre et d'une grande partie, par exemple, du patrimoine italien, donc, qui, après un tremblement de terre, aujourd'hui, vous savez, on envoie des drones dans les églises fissurées, tout simplement pour savoir comment on va réussir à simplement rentrer dans l'église qui menace de s'écrouler. Alors, nous nous approchons de la fin de notre table ronde. Donc, je voudrais vous donner une dernière fois la parole, mesdames, pour que vous nous disiez
que vous nous expliquiez ce que vous pensez nous a tant touché dans les destructions qui ont été subies, notamment par Palmyre, mais on ne les a pas citées, mais des dizaines et des dizaines, voire plus, de sites archéologiques sont soit altérés par des bombardements, soit fouillés de façon sauvage. Voilà. Les destructions de Palmyre en particulier, et il y a de nombreuses années, celle de Bamiyan aussi, avait terriblement touché la communauté internationale. Je vous laisse nous en dire un mot. Vous êtes archéologue, historienne de l'art, mais je pense qu'en tant que citoyenne et en tant que femme qui aimait l'histoire de l'art et l'art en général, vous pourrez nous expliquer ce qui nous touche en particulier dans ces destructions et pourquoi, quand on visite l'exposition, on ressent une telle émotion à voir et revoir ces sites, presque comme si on y était. Alors c'est vrai que pour nous, le département des Antiquités du Proche-Orient, donc la partie antique, de voir Palmyre s'effondrer de cette manière-là, ça a été vraiment une grande blessure pour chaque membre du département. J'ai été vraiment très, très émue par ce qui s'est passé. D'autant plus que vous vous souvenez que notre collègue Khaled El Assad, le directeur des Antiquités de Palmyre, a été assassiné. Donc jamais aucun d'entre nous, je pense, n'aurait imaginé qu'un archéologue puisse être assassiné. Donc si vous voulez, c'est tout cet ensemble d'images qui sont pour nous très très fortes et qui correspondent, quand vous passez votre vie à mettre en valeur un patrimoine, d'un seul coup le voir disparaître comme ça a été, je pense, pour nous tous quelque chose de dramatique. Mais effectivement, Ariane, tu as raison. Il y a aussi tous les autres sites. Certains d'entre vous ont peut-être vu le site de Marie où j'ai fouillé à une époque. Il est tellement percé de trous que je ne sais pas très bien ce que nous, archéologues, nous arriverons à découvrir encore après. Parce qu'en fait, évidemment, c'est une perturbation totale des couches archéologiques. Donc on ne pourra plus définitivement restituer l'histoire de Marie. Donc voilà, ça on peut le dire pour des dizaines et des dizaines de sites archéologiques. Ce qui est, d'une manière pessimiste, je crois qu'effectivement, on risque d'avoir ça pour les sites archéologiques. Yannick, il y a quelques jours, tu me racontais que tu étais avec tes collègues archéologues sur place, à quel point leur détresse était perceptible et à quel point vous travailliez ensemble, malgré tout, à préparer l'avenir, à préparer la paix. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, l'expérience que tu relates s'est tenue il y a 3 jours à Erbil, où j'ai été invitée par les collègues de l'université Salah al-Din et par l'ambassade de France pour préparer, je dirais, le post-Daesh de Mossoul. Alors Mossoul, c'est une ville dans laquelle il y a essentiellement du patrimoine médiéval et ottoman. Donc dans la ville même, je dirais essentiellement des mosquées, des madrasas, donc des écoles coraniques, et puis tout autour des monastères riches. Donc oui, c'est la manière dont nous avons d'intervenir, mais qui nous apporte aussi beaucoup d'émotions, parce que ces personnes, comme vous pouvez l'imaginer, vivent non seulement sous la menace de Daesh à 30 km, mais aussi dans ce qu'ils imaginent être une future guerre civile, peut-être après la libération de Mossoul. Et pourtant, ces gens s'accrochent à une seule idée, c'est comment agir intelligemment pour diagnostiquer l'état du patrimoine et pour avoir les interventions les plus pertinentes. Et c'était d'ailleurs assez amusant aussi de voir que finalement la querelle se jouait entre les architectes et les archéologues. Et donc ils tentaient de voir comment ils pouvaient, à l'occasion de ce futur diagnostic de destruction dans la ville, apprendre à travailler ensemble. Mais pour finir, effectivement, puisque c'était ça la question, sur cette émotion que l'on partage tous, oui, nous sommes aussi des citoyens
citoyen du monde, comme tous, et de voir ces explosions et ces destructions, que ça fasse partie de notre domaine scientifique ou non. Je veux dire, j'ai été émue comme tout le monde de voir ces images de Palmyre. Après, je pense qu'il est aussi intéressant dans cette diffusion d'images d'avoir très vite un esprit un peu critique aussi sur ce qu'on montre. Je pense que ce sera très important de se rendre compte réellement de la réalité et pas simplement de la réalité déformée à travers la propagande des images qui nous émeuvent. Merci beaucoup à tous. Je propose de vous passer une dernière fois la parole, Sylvie Hubac et Jean-Luc Martinez, pour conclure cette table ronde. Monsieur Martinez, je crois que vous serez dans l'obligation de nous quitter juste après. Malgré tout, nous allons, si vous le souhaitez, garder quelques minutes pour vous passer la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je vous laisse la parole. Un mot de conclusion. Moi, je suis un homme optimiste de nature et je trouve que à la fois cette exposition montre à la fois une véritable mobilisation, parce que rien n'aurait été possible sans le travail de tous. Donc je pense que ça donne espérance en l'homme, tout simplement, parce qu'on a été beaucoup à essayer de faire quelque chose. Après, je pense qu'il y a un enjeu vraiment très important. Je parlais d'utiliser l'image contre les terroristes. Je pense que c'est aussi marcher vers la victoire que de montrer justement la beauté de ces cultures, la beauté de ces œuvres et de ce patrimoine. Les défis sont très grands devant nous. C'est d'abord, bien entendu, pour les populations locales, de réapprendre à vivre avec ces sites. Mais je crois qu'en montrant, en effet, avec ces images et avec ces œuvres, l'importance de ces cultures, et en montrant aussi le lien avec les populations, nous sommes en train de bâtir une forme d'avenir. Marielle et Yannick l'ont dit, mais M. Bellman également. En allant sur place, moi quand je suis allé au musée national de Bagdad, inutile de vous dire, bon, vous y allez avec un gilet pare-balles, vous passez des checkpoints. Enfin, c'est une situation qu'en Europe, on n'a plus vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et inutile de vous dire que moi, je n'ai pas connu cette période. Mais voilà, donc, et en même temps, une qualité de l'accueil avec des gens qui résistent, qui font de la résistance. Parce que ouvrir le musée national de Bagdad pour les scolaires, c'est faire de la résistance, c'est croire que l'État irakien peut continuer d'exister, qu'il est possible que malgré la diversité, il y ait une unité de ce peuple. Voilà, et donc on a envie d'être du côté de ceux qui croient en effet à l'avenir, comme je le dis souvent, face à ceux qui veulent détruire le passé. Nous, notre seule réponse, c'est de construire le futur avec nos collègues. Et si nos collègues syriens et irakiens, en effet, nous accueillent si bien, c'est parce que on leur donne un peu d'espoir dans leur vie professionnelle très très complexe, bien entendu. Voilà, donc cette exposition, elle est faite aussi à tous pour que nous retrouvions foi en l'homme. Cette exposition, je pense que vous l'aurez compris, elle est partie de l'idée que deux institutions culturelles publiques ont partagé, d'expliquer comment ce patrimoine commun de l'humanité, il avait été détruit précisément parce qu'il racontait l'histoire de l'humanité. Et comme le disait très bien Jean-Luc Martinez, pour substituer à des images de terreur ou de désolation, des images qui racontent au contraire leur splendeur, leur beauté, leur poésie, qui nous permettent de retraverser leur histoire et effectivement de nous donner confiance dans ce qu'il est possible de refaire demain, et notamment parce que toute une histoire de ces sites est documentée, elle a été documentée dans les siècles passés, elle est désormais documentée de manière encore plus précise et performante par les nouvelles technologies. Donc cette exposition, elle est destinée à expliquer aussi que ces sites sont indestructibles en tout état de cause dans la mémoire de l'homme et dans la mémoire de nos institutions. Je crois que c'est un message important. Elle est aussi, je voudrais le dire, pour nous, une exposition importante, non seulement bien sûr en raison du sujet de fond dont elle traite, et pour la première fois d'ailleurs d'un sujet vraiment d'actualité, ce qui est, je crois, aussi une de nos fonctions, un de nos rôles importants, mais aussi parce qu'elle fait appel à des formes nouvelles, je l'ai dit tout à l'heure. Vous le verrez, on est pris dans un
dans un flot d'images et d'histoires qui sont très saisissantes. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser parler que l'émotion. Derrière, il y a ce qu'on appelle le cabinet des curiosités ou le laboratoire des images qui explique aussi scientifiquement ce qu'il faut comprendre de cette histoire et quelle distance on peut aussi mettre par rapport à des images qui ne susciteraient que des réactions un peu, entre guillemets, sentimentales. Mais je crois qu'en tout cas, c'est à la fois la combinaison d'une expérience que nous souhaitons faire vivre aux visiteurs, avec aussi un point sur l'état des connaissances scientifiques. Et c'est ce qui caractérise, je crois, les grandes institutions comme les nôtres, que de combiner ces approches quand c'est possible. À la fois donner à voir, donner le plaisir de voir, donner le bonheur de se confronter à la beauté, mais aussi le faire avec toute l'exigence scientifique qui doit accompagner ce type de parcours. En tout cas, j'espère que vous serez très nombreux à venir, très nombreux à faire du bouche à oreille, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est court, c'est que 3 semaines, et que donc, voilà, il faut courir venir voir ce que nous vous proposons.